Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec. On va parler aujourd'hui brièvement, peut-être un Web Journal un petit peu plus court que d'habitude, des déclarations de François Legault qui semblent admettre qu'il n'y a pas de deuxième vague. On va parler de l'ingénierie sociale, des niveaux d'alerte. On va essayer de produire un peu de sens à propos de ça. On va parler de l'Écosse, qui finalement confirme que les tests sont bidons, hein. Les souverainistes qui prennent souvent l'Écosse comme un pays modèle à titre d'exemple. Eh bien, l'Écosse, le Arruda écossais vient de confirmer que les tests sont bidons et ne donnent aucun indicateur, ne donnent aucune information pertinente pour savoir où en est le niveau de progression de la maladie. On va parler aussi finalement de cette opération Masque Rouge qui a fait beaucoup jaser. Je pense que c'est une bonne idée toujours. J'ai lu certains des commentaires et on va donc refaire le point un peu là-dessus. Alors, allons-y, étant donné qu'on va faire ça rapidement, allons-y immédiatement avec cette deuxième vague que François Legault semble avoir repoussée du revers de la main. Ben, je veux dire, en tout cas, j'exagère un peu. Il s'est prononcé, il a dit que les cas, que les hospitalisations, que les décès n'étaient pas au rendez-vous, que ce n'était que je veux dire que les préoccupations n'étaient fondées que sur le nombre de cas. Et ça, c'est une admission très intéressante de la part du premier ministre. Je vous fais écouter les propos de François Legault qui dit qu'il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas, selon lui, encore de traces de deuxième vague. Monsieur le Président, d'abord, je veux souhaiter, moi aussi, la bienvenue à la chef de l'opposition officielle. On est content de l'avoir en santé et puis on espère qu'elle va être positive, même si elle a eu un test négatif. Écoutez, la chef de l'opposition officielle parle d'une deuxième vague. Les spécialistes nous disent qu'on n'est pas dans une deuxième vague. On a à peu près 30 cas par jour, nouveaux cas par million d'habitants. Juste pour vous donner une comparaison, aux États-Unis, ils ont 110 nouveaux cas par million. En France, ils ont 120 nouveaux cas par jour par million, donc 3 fois plus que nous autres. Deuxièmement, la chef de l'opposition officielle parle de contrôle. Le plus important, c'est le contrôle des hôpitaux. Puis je veux lui dire qu'à chaque jour, on suit le nombre de personnes qui sont dans les hôpitaux à cause de la COVID, dans les soins intensifs. Ça suit pas mal la courbe qui était optimiste au mois de juin. Et, Monsieur le Président, actuellement, c'est plus difficile de suivre le nombre de cas. Donc, j'ai demandé pour le nombre de cas de revoir les prévisions. Puis, je veux rassurer la chef de l'opposition officielle, aussitôt que j'aurai des nouvelles prévisions, je vais y rendre public, comme je l'ai fait depuis le début de la pandémie. Voilà. Et un peu plus loin, on a Dominique Anglade, la chef de l'opposition, qui dit qu'elle se renseigne sur les réseaux sociaux au lieu d'écouter le gouvernement. Première complémentaire, Madame la chef d'opposition officielle. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et j'apprécie que le Premier ministre les rende publics puisque la transparence est essentielle pour que les gens adhèrent aux positions du gouvernement. Mais trouvez-vous ça normal, Monsieur le Président, que nous soyons mieux informés par des citoyens sur des médias sociaux Bravo, Madame Anglade. que par notre gouvernement à tous ici en cette Chambre? Trouvez-vous ça normal qu'il y ait plus d'informations sur les pastilles de goût de la SAQ que sur le code de couleur du Premier ministre? Voilà, donc mieux informé sur les réseaux sociaux que par le gouvernement. Elle a 100% raison, même si on n'adhère pas à son idéologie politique. On sait qu'elle est la candidate du groupe Bilderberg. Elle était à la rencontre du groupe Bilderberg avant de devenir la chef par intérim, je pense, du Parti libéral, maintenant chef du Parti libéral. Alors, on sait de quel bois elle chauffe, mais c'est ça. Donc, François Legault qui semble dire qu'il n'y a rien dans les chiffres présentement qui nous laisse présager une deuxième vague. On le voit aussi sur les panels de journalistes. Hein, il semble se questionner sur les chiffres qui ne semblent pas être en train de monter. Il n'y a rien qui justifie une deuxième vague. On utilise un ton rassurant. Et là, mon propos, j'y arrive, c'est que tout ça, c'est évidemment de la frime. Parce que attends, on se réjouit trop rapidement de cette admission du premier ministre et de cette mine débinée de Patrice Roy à Radio-Canada. Ils nous ont dit que la deuxième vague arriverait dans 6 semaines. Vous vous rappelez, à la fin du mois d'août, c'était 6 semaines. On a 6 semaines pour se préparer à une deuxième vague.
Et donc, selon leurs chiffres et leurs évaluations, la deuxième vague arrive à la mi-octobre, début mi-octobre. Et donc, ici, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Puisqu'ils savent qu'on est au mois de septembre et qu'au mois de septembre, il n'y a pas de problème d'infection respiratoire, ils sont en train d'essayer de faire de la communication, en train de dire, nous ne sommes pas des absolutistes de la deuxième vague. Présentement, on constate qu'il n'y a pas de deuxième vague. Nous sommes objectifs. Mais par la suite, dans 3-4 semaines, quand on va être rendu à la mi-octobre, là, ils vont venir avec le bâton parce qu'on va recommencer dans le cycle des infections respiratoires. Tous ceux qui vont avoir des nez qui coulent vont être classés COVID. Il va commencer à y avoir évidemment des décès de personnes faibles et qui vont elles aussi être classées COVID par principe de précaution, sans autopsie, etc. Donc ça arrive à la fin octobre, à la fin octobre. Ils nous ont dit que c'était 6 semaines. Alors, il n'y a absolument rien pour se réjouir dans ces déclarations, dans ces admissions du premier ministre. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Ils vont vouloir nous reconfiner. C'est ça l'objectif. Fin octobre, ils visent un reconfinement. Ils sont en train simplement de jouer leurs cartes. Le problème avec cette idée du reconfinement, c'est qu'elle n'a aucun sens en termes de santé publique, puisque, l'essentiel de la transmission se fait à la maison. Vous comprenez? L'essentiel, et ce n'est pas juste moi qui le dis, c'est le premier ministre lui-même. Pourquoi voudrait-on reconfiner une population entière alors que selon tous les chiffres et toutes les admissions, c'est à la maison qu'on se contamine? Pourquoi est-ce qu'on voudrait reconfiner puisque c'est à la maison que le virus circule? On nous l'expliquait au mois de mai dernier dans cet article, mais il y en a plusieurs personnes qui l'ont dit, là, COVID-19, une deuxième vague plus rapide que prévu en cas de relâchement. Et vous pouvez voir la grosse pomme d'Adam de la responsable de la santé publique canadienne. Dans cet article, on trouve deuxième vague. Les experts prévoient à ce chapitre une deuxième vague de contagion au Canada qui devrait survenir à l'automne en raison d'un retour à l'intérieur de la population et de l'apparition d'autres maladies respiratoires cycliques comme l'influenza. Alors, les experts disent que c'est quand on rentre à la maison que les infections respiratoires recommencent et là, ils vont vouloir nous reconfiner partout en France, en Belgique, en Suisse, au Québec. Ils vont vouloir nous faire, en utilisant des cas fictifs, basés sur des tests bidons, ils vont vouloir nous faire rentrer à la maison alors que c'est exactement la chose qu'il ne faut pas faire. Les experts prévoient à ce chapitre une deuxième vague de contagion au Canada qui devrait survenir à l'automne en raison d'un retour à l'intérieur de la population. Et là, c'est ça qu'ils vont nous faire faire. Ils vont nous reconfiner. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, les chiffres vont commencer à augmenter. Ils font, depuis le début de cette pandémie, exactement le contraire de ce qu'ils devraient faire à chaque fois. On ne parle même plus de la Suède. Là, on sait que la Suède a tout eu bon. Ils ont comme pratiquement 0 cas là-bas. La population est totalement immunisée. Il n'y aura pas de vaccin en Suède. La population n'en a pas de besoin parce qu'ils se sont passés le virus à l'été pendant que le virus était faible. Maintenant, c'est le pays, je pense, où il y a le moins de cas présentement. Alors, c'est ça. Ils veulent nous faire rentrer et là, les chiffres vont gonfler parce que c'est une mauvaise idée dès le départ. Et ce n'est pas juste cet article-là qui le dit, c'est le premier ministre Legault lui-même. Alors, je vous fais écouter un clip de François Legault où est-ce qu'il dit le problème de la contamination, c'est à la maison. Et là, mettez ça dans votre tête, là. Je veux dire, essayez de suivre la logique de « on va vous reconfiner » après ce qu'il vient de dire. Je vous fais écouter ça. De la question des parties de famille, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures plus structurelles? Parce que ce qui vous a été reproché depuis hier, c'est d'avoir un ton assez sombre d'une part, mais d'autre part, d'annoncer peu en termes de mesures de contrôle. Est-ce qu'il n'y a pas lieu quand même d'en faire davantage de façon plus structurelle? Bien, on n'exclut rien à ce moment-ci, là, que ce soit les manifestations, les bars, ce qui se passe à l'extérieur des maisons. Mais il reste que notre principal défi, c'est dans les maisons. C'est là que se passe la majeure partie de la transmission. Donc, on peut bien
poser des gestes ailleurs que dans les maisons. Mais notre grand défi, là, c'est le défi de tous les Québécois. Ça se passe dans les maisons, dans les parties de famille ou d'amis, dans les maisons. Est-ce que ça ne prouve pas que c'est inapplicable, vos consignes? Voilà. Alors, tu sais, c'est parce qu'on est... Et là, Horacio Arruda qui rajoute là-dessus, il se dit c'est parce que dans les maisons, on est à proximité. Tu sais, on n'est pas capable de garder la distanciation sociale à l'intérieur du foyer. Ben oui, c'est parce qu'on est des êtres humains. Puis on a des relations sociales. Ça fait partie, ça aussi, ça fait partie de la vie. Hein, c'est-à-dire d'avoir des relations humaines. OK? Alors, et là, ils vont dire, par exemple, tu vas l'attraper au travail, puis tu vas le ramener à tes enfants, ou les enfants vont l'attraper à l'école, puis ils vont le ramener à la maison. Alors, c'est ça, tu sais. Et là, à la maison, ça devient comme des espèces je veux dire, des petites éprouvettes où le virus circule à la maison. C'est ça qu'ils disent, OK? Alors, vous voyez qu'ils font exactement le contraire de ce qu'ils devraient faire. Cependant, il y a un peu d'espoir puisque, comme je vous ai dit, le virus semble perdre rapidement de sa dangerosité, de sa virulence. Et il y a même le docteur Didier Raoult qui, dans les audiences devant le Sénat en France, disait que le virus, je vous avais expliqué il y a à peu près 3 semaines qu'il y avait des mutations du virus qui le rendaient de moins en moins dangereux. Et là, lui, Didier Raoult a été confirmé ça devant le Sénat français. Il a dit je pense qu'il y avait une dizaine de mutations, de variations qui allaient dans le sens d'un virus moins dangereux. Alors ça, c'est notre espoir que, indépendamment de la volonté des dirigeants politiques de faire exactement la chose qu'ils ne devraient pas faire, eh bien que quand même, en fin de compte, le virus est muté suffisamment pour qu'il ne soit plus dangereux. Voilà. Alors, maintenant, au sujet du niveau d'alerte, on a cette idée du niveau d'alerte qui a été lancé la semaine dernière au Québec, qui ressemble, vous voyez ça ici, ça c'est le gouvernement du Québec, qui ressemble exactement au niveau d'alerte qui avait été mis sur pied par l'administration Bush lors des attentats, après les attentats du 11 septembre. Donc, des couleurs, tout ça est une entreprise d'ingénierie sociale, parce que les niveaux d'alerte sont basés sur les cas. Vous comprenez? Ils sont basés sur les cas. Et là, comment on produit des cas? C'est-à-dire que on peut produire artificiellement un niveau d'alerte orange en testant davantage. Ouais? Et là, on a ici dans la presse cet article qui disait « Objectif, 35 000 tests par jour ». Et donc, on dit le gouvernement Legault touchera 675 millions du fédéral pour arriver à faire passer sa capacité de tests quotidienne à 35 000. Ottawa versera au total 3 milliards au Québec pour une relance sécuritaire de l'économie. Alors, Ottawa qui paie pour avoir plus de tests. Alors, c'est Ottawa, je vais vous réécrire, je vais vous reformuler la une. C'est Ottawa qui paie pour faire monter le niveau d'alerte. Parce que plus on teste, plus il va y avoir de cas, plus on va monter dans le niveau d'alerte. Et donc, c'est comme si tu dis, je vais acheter une couleur orange. Combien ça coûte une couleur orange? Ah, on aurait besoin de 40 000 tests dans cette région-là, ou je veux dire, plutôt comme un 5 000 tests dans cette région-là pour produire une couleur orange. OK, 5 000, voilà, tu sais, comme X millions de dollars, fais tes 5 000 tests et là, pop, tu arrives à la couleur orange. C'est-à-dire que les couleurs, les codes de sécurité sont achetables. Plus on met de l'argent, plus tu vas monter dans le code de couleur. C'est absolument ridicule alors qu'il y a plus de morts et plus de malades de cette épidémie. OK? Comme disait Jonas de Colin Shaw, pas besoin de mon chapeau de scientifique pour dénoncer cette situation ridicule. Pour arriver à 250 cas confirmés, ils ont dû faire 30 000 tests pour produire un maigre 250 cas dont 90% sont asymptomatiques. C'est des gens qui ne sont pas malades, là. Ils ont été obligés de faire 30 000 tests. C'est-à-dire que c'est même pas 1% des tests qui reviennent positifs. Et de ces faux positifs-là, 90%, jusqu'à 90% sont des faux positifs. Pouvez-vous imaginer à quel point il ne reste plus rien de ce virus-là au Québec?
D'où la détresse peut-être de François Legault. Et donc, sur quoi ils vont sur quoi ils vont se baser pour produire cette deuxième vague? Voilà. Alors, ce qui veut dire que moins d'une personne sur 100 est infectée au Québec, c'est-à-dire infectée, c'est-à-dire qui teste positif. Pas une personne malade, c'est une personne qui teste positive. Alors, vous comprenez que tout ça est complètement ridicule, là. Si on paye pour augmenter les tests et que l'augmentation des tests produit plus de cas et que l'augmentation des cas monte le niveau d'alerte, la logique fait que plus tu payes, plus tu augmentes le niveau d'alerte. S'il faisait, là, on fait 35 000 tests au Québec, si on en faisait 100 000, si le fédéral et tout le monde se cotisait pour ne pas prendre de chance, là, puis tester davantage parce que c'est important. Même si on dit que tester les asymptomatiques, ça va nulle part, ça ne sert à rien, tout le monde le dit, là, parce que ça produit plein de positifs qui ne servent à rien, ce n'est pas des gens malades, et donc ça ne sert pas les buts de la santé publique. Mais si on produisait 100 000 tests par jour, on nous reconfinerait tout de suite. Mais c'est achetable. C'est ça que je veux dire. C'est que le reconfinement, on peut payer pour un reconfinement. Le gouvernement fédéral va payer, là, va mettre le montant. Là. Si on doit reconfiner le Québec, le gouvernement fédéral va mettre le montant. Puis on va avoir suffisamment de cas. Les médias vont nous mentir sur les cas. Là, puis on va faire des vidéos là-dessus. Puis on va se retrouver en reconfinement. OK? C'est achetable. Voilà. Maintenant, c'est la même chose en France. En France, il y a eu cette controverse sur les niveaux d'alerte. Et il y a un journaliste, ça fait 2 fois que je le cite, c'est David Pujadas sur, je pense, c'est TF1, qui avait dit que c'était juste une grippe, finalement. Il sort des choses, il doit se rétracter, mais au moins il sort la vérité occasionnellement. Et là, il avait critiqué en France, justement, la France était passée en code rouge dans certaines régions. Et là, il dit, ben, c'est parce que on est passé de vert à rouge seulement parce qu'on a changé les critères. En mai, on était en vert en sortant du confinement. Là, maintenant, on est rendu en rouge, mais c'est parce qu'ils ont juste changé les paramètres. Comme ce dont je vous avais parlé il y a à peu près 2 mois, à la sortie du confinement aux États-Unis, dans plusieurs États, il y avait comme une augmentation des cas, mais c'est parce qu'on avait changé les critères pour déterminer qu'est-ce qui était un cas du COVID. On engrangeait tout maintenant, c'est les cas présumés aussi. Avant, ce n'était pas ça. Puis, tout d'un coup, on commence à calculer les cas présumés, les cas montent, et là, on dit « Ah, il y a une augmentation des cas ». Tout ça, c'est de la manipulation statistique. C'est une grosse entreprise d'ingénierie sociale, ce qui est en train de se passer. Je vous fais écouter le clip de David Pujadas là-dessus. Mais, et pourtant, quand on regarde la carte qui a été présentée aujourd'hui, ce matin, lors du point presse, elle est à gauche. On nous présente une carte et on nous dit il y a désormais 21 départements en alerte. On se dit ah bon, on était sur une carte entièrement vierge, il n'y avait plus d'alerte, maintenant il y a 21 départements en alerte. Sauf que on a oublié de nous dire que les indicateurs n'étaient plus du tout les mêmes. Et c'est là qu'on peut s'interroger sur la démarche. À gauche, la carte qui nous est présentée ce matin, l'indicateur, c'est le nombre de contaminations. À droite, la carte qu'on nous présentait tous les jours il y a 3 mois, ce n'était pas du tout le nombre de contaminations. C'était 3 indicateurs dont on nous disait qu'ils étaient essentiels et qui avaient trait grand 1 aux entrées à l'hôpital, grand 2 aux entrées en réanimation, grand 3 à la capacité de test. Donc aujourd'hui, sans rien dire, on nous indique que 21 départements sont passés dans le rouge, sauf que l'échelle a complètement changé. Si on reprend, regardons nos 2 cartes, si on reprend les mêmes indicateurs, on aurait exactement la même carte verte. Mais non, on nous a présenté une autre carte. Voilà, c'est un petit exemple. Mais est-ce qu'il n'y a pas là, Jean Quatremer, une petite confusion qui nourrit l'anxiété? Voilà, alors bravo quand même de soulever ces questions-là. J'en reviens pas de ce qu'on est capable de trouver comme information en France. Je sais que les Français vont dire Pujadas, oui, c'est quoi le dîner du siècle, etc. Mais pour nous, les Québécois, quand on voit ce genre d'informations en France-là, des journalistes qui osent critiquer le gouvernement, je veux dire, c'est tout à fait, c'est invraisemblable. Des débats sur des plateaux de télévision avec des personnes qui viennent contredire la santé publique, des professeurs d'université qui viennent à la télévision à heure de grande écoute. Ça, on tombe des nues là, quand on voit ce qui se passe en France en termes de liberté d'expression. Ici, c'est la pensée unique au Québec. Alors, donc tout ça est basé, comme j'ai dit, vous voyez donc que c'est toute cette question
de niveau d'alerte, de couleur par région, etc. C'est manipulable, c'est de l'ingénierie. On est capable de faire monter, descendre à souhait en changeant soit les paramètres ou en injectant de l'argent pour plus de tests, etc. C'est donc bidon. Tout ça est basé aussi sur des tests qui sont bidons. Je vous en ai massivement parlé les semaines précédentes. Mais là, c'est plus seulement moi qui le dis. Le New York Times et plein de médecins, ce sont certains gouvernements. C'est notamment le responsable de la santé publique écossais, le Arruda écossais. Donc, ici, c'est dans le Scottish Sun. Test fail, échec du test. Coronavirus Scotland. Jason Late admits COVID-19 test is a bit rubbish as it gives positive result to non-infectious. C'est a bit rubbish, je dirais, je traduirais ça par c'est un peu bidon. Rubbish, ouais, c'est un peu bidon. Parce qu'il produit des positifs pour des gens qui ne sont pas infectieux. Ben oui, parce qu'il est jusqu'à 1000 fois trop sensible. C'est ça que les gens qui ont analysé ont dit, là. 1000 fois trop sensible. Il va détecter là, des micro-résidus de virus là, que vous avez guéris, que vous avez eu, que vous avez surmonté. Si vous allez tester positif même si vous n'êtes pas malade. Voilà. Alors, il dit dans l'article, en fait, c'est une entrevue à la télévision qui est rapportée par l'article, il dit « Les tests PCR ne peuvent faire la différence entre un ADN de virus mort ou vivant. It's a bit rubbish, c'est un peu bidon. Le test est incapable de faire la différence entre ceux qui ont besoin d'être traités ou non. Normalement, on voudrait faire des tests pour, comme le dit Didier Raoult, quand Didier Raoult dit qu'il faut faire des tests, là, c'est pas des tests qui sont hypersensibles qui vont faire en sorte qu'on va mettre toute la population dans la catégorie COVID, là. Il faut faire des tests pour trouver ceux qui sont malades et les traiter. C'est-à-dire que ça prendrait un test beaucoup moins sensible pour que ce soit efficace. C'est ça la position de Raoult et Perron. Ils font un test qui trouve dans la population qui est malade. Pas genre, tu sais, qui a déjà eu un rhume dans sa vie ou quelque chose comme ça, 1000 fois trop sensible. Évidemment, on s'en fiche un peu de ça ici parce que l'objectif, c'est pas de trouver les malades. L'objectif, c'est de vous faire rentrer là, dans les données de la santé publique, de vous faire apparaître sur l'application COVID Alert, hein? De prendre vos données médicales, de les vendre aux pharmaceutiques. Si vous testez positif, il y a sûrement un prix à ça. Hein? Québec qui disait qu'il allait vendre les données médicales aux pharmaceutiques. Imaginez, qu'est-ce que ça vaut de tester positif? Je pose la question comme ça, je ne sais pas. Là. Qu'est-ce que ça vaut en termes d'argent, quelqu'un qui teste positif? Et là, on peut prendre ces données médicales et les distribuer à tous les cellulaires autour des gens qui ont l'application COVID et vendre ça aux pharmaceutiques. Est-ce que c'est une histoire de gros sous, ce test-là, qui engrange tout le monde là-dedans? Hein? Donc, il continue. The National Clinical Director suggested the antigen test, le test PCR, the result from which are driven ministry policy, hein, parce qu'on fait des politiques publiques à partir de ce test-là, are not fully reliable as they can give positive results to people who are not infectious. Ils ne sont pas entièrement fiables parce qu'ils peuvent donner des résultats positifs à des gens qui ne sont pas infectieux. Et là, l'article continue et on fait parler un professeur d'Harvard, le professeur Carl Hennigan, qui a affirmé que cette admission de la part de la santé publique écossaise était incroyable, astonishing. Et il dit I guess he's reflecting on and questioning the whole system because the test, as it currently reports in the context of are you infectious or have you the virus, is not helpful whatsoever. Alors, le professeur dit que le responsable de la santé publique est en train de critiquer tout le système qui a été mis en place en Écosse, là, comme celui au Québec, en France, etc. C'est tout le système qui est remis en cause parce qu'il dit que ce sur quoi sont fondées les politiques publiques, le test PCR, ne nous permet pas de savoir qui est malade. Et donc, ça ne sert à rien. OK? Alors, pensez à tout ça, pensez à toute cette arnaque, les niveaux d'alerte achetables, vos données publiques profitables aussi. C'est directement en ligne avec le genre de pratiques auxquelles on est habitué par Big Pharma. Est-ce que nos gouvernements sont sous influence de l'industrie pharmaceutique? Oui, certainement. OK? On va continuer avec ça ici, les hospitalisations. Alors, il y a des trucs très, très, très intéressants aussi. Hein, c'est basé notamment sur les hospitalisations. On essaie de nous faire peur avec les hospitalisations, mais il n'y en a tellement pas que
finalement, on dit que c'est pas très dangereux, là. Alors, sauf c'est ça, on essaie de nous faire peur. Les gens, ici, on a ces coupures de journaux, soins intensifs. Les soins intensifs débordent à Québec, et là, on nous montre des images critiques, et on dit que ça déborde. Alors que quand les gens se présentent dans les urgences, on en voit circuler, là, et j'invite les gens, comme j'ai dit dans le dernier webjournal, à le faire. Prenez des photos des urgences, là, soyez des citoyens journalistes. Les urgences sont vides partout, elles n'ont jamais été aussi vides, c'est faux. Les urgences ne sont pas pleines, c'est des salles vides. Le gars, il dit ici, Patrick Edelman, les hôpitaux sont engorgés. Ha, ha, ha. On était 7 patients aux urgences à 18h à minuit et 0 COVID. Infirmières et médecins m'ont demandé d'enlever mon masque pour mieux respirer sur la table pendant 5h30 de temps. Il y a eu une blessure à la main, là. À la fin, le passage, par respect, j'ai remonté un peu. Blablabla. Et donc, gros signe que la deuxième vague arrive. Arruda l'a dit et les planètes sont alignées. Il n'y en a pas de deuxième vague dans les hôpitaux. Alors, si on nous dit qu'il y a beaucoup de malades hospitalisés, puis finalement, quand on va dans les hôpitaux, on ne trouve pas de malades, où sont les patients? Où sont les patients COVID? Bien, Horacio Arruda nous l'a expliqué. Dans une conférence de presse, il a dit que finalement, on lui a posé des questions sur les malades, les hospitalisations, mais il a dit, il y en a quand même pas mal qui sont à la maison, puis qui ne sont pas à l'hôpital, etc. Je n'ai pas l'audio de ça parce que le clip que j'ai vu avait une très, très, très mauvaise qualité audio. Mais Éric Duhem a commenté là-dessus et il dit « Le docteur Horacio Arruda vient d'avouer en conférence de presse que parmi les hospitalisations, certains patients ne sont pas malades. Il vient d'avouer que dans les chiffres qu'on rentre hospitalisation COVID, certains patients ne sont pas malades, mais sont simplement des gens infectés, c'est-à-dire qu'ils ont testé positif, qu'on ne retourne pas dans une résidence pour personnes âgées afin de ne pas contaminer les autres résidents. Il est incapable de dire combien des 136 personnes actuellement hospitalisées sont véritablement malades. Le directeur de la santé publique du Québec est incapable de dire, moi je dis, il ne veut pas le dire, hein, mais il est incapable de dire combien de personnes actuellement hospitalisées sont véritablement malades et non pas uniquement là à titre préventif. S'il y a une information qu'Horacio Arruda devrait savoir, c'est celle-là. Combien il y a de personnes malades du COVID au Québec? Le gars, le clown, n'est pas capable de nous dire combien de personnes sont malades du COVID au Québec. Il s'en va en conférence de presse puis il parle comme ça, là. Alors, doit-on maintenant comprendre que même le chiffre des hospitalisations est gonflé? La réponse, c'est oui. C'est oui. C'est exactement ça que ça veut dire. Il est incapable de... Comme le nombre de morts, on ne sait pas combien il y a de personnes qui sont mortes du COVID. On sait qu'ils ont mis tout le monde par principe de précaution dans le COVID, avec le lien épidémiologique, puis ils n'ont pas fait d'autopsie. Fait qu'on ne sait pas combien de personnes... Arrêtez de nous dire 5000 coques, là. On ne sait pas combien de personnes sont mortes du COVID. Quand on regarde en Italie puis aux États-Unis, c'est 6 et 12 % respectivement après le recomptage. Fait qu'il y a comme 300-400 personnes qui sont mortes du COVID, c'est-à-dire beaucoup moins que la grippe. Et là, il ne sait même pas combien de personnes sont hospitalisées. Sauf que ce n'est pas le seul, hein. Ce n'est pas juste au Québec. Ici, je suis tombé sur une étude intéressante, toujours en Écosse. Alors ici, sur Twitter, Phil Kerpen, Scotland Hospital Audit. Alors, ils ont fait quelque chose d'intéressant en Écosse parce que c'est une santé publique responsable, on dirait. En tout cas, c'est un vent de fraîcheur. Ils ont fait un audit des personnes qui étaient réellement malades du COVID à l'hôpital. Ce que Horacio Arruda n'a pas été capable de faire. Alors, mettez-les côte à côte, là. Horacio Arruda n'est pas capable de vous dire combien il y a de malades. En Écosse, ils ont fait un audit pour savoir combien de personnes. Et là, on nous indique, l'audit a indiqué que 87 % des hospitalisations, 87 % des hospitalisations qui ont testé positif au COVID étaient à l'hôpital pour une condition qui n'avait rien à voir avec le COVID. Comprenez? C'est comme, genre, ils sont cancer, puis ils testent positif. Ils sont à l'hôpital pour un cancer. Mais là, ils rentrent dans la catégorie hôpital pour le COVID aussi. Combien il y a d'hospitalisations COVID? Ce n'est pas des gens qui sont sur des respirateurs puis tout ça, qui sont malades du COVID à l'hôpital, ce n'est pas ça.
87% d'entre eux étaient à l'hôpital pour d'autres raisons. Ils ont comme un bras cassé, comme une blessure à la main, comme le monsieur ici. Puis là, tout le monde qui va à l'hôpital fait un test COVID. Fait que là, tu testes positif. Tu es à l'hôpital pour une blessure à la main. Tu testes positif au COVID. Puis là, tu rentres dans les chiffres de Horacio Arruda. 136 personnes actuellement hospitalisées. Des cancers, des mains cassées, etc. C'est tout ça qui s'est passé aussi au Québec. Alors, vous pouvez trouver ces chiffres-là ici dans cet article qui s'appelle du gouvernement écossais, Statistics Counting People in Hospital with COVID-19. Et là, ici, si vous allez sur le lien de Phil Kerpen ici, qui a fait une coupure d'écran de ce qu'on trouve dans l'article, on y va, on ventile ça comme ça, ils ont fait un audit de 384 patients le 26 août dernier sur ceux qui avaient testé positif et se sont rendus compte que 45% étaient là pour d'autres raisons. Il y en a d'autres aussi qui avaient guéri de la COVID, mais qui restaient là pour certaines autres raisons, etc. C'est pas... Donc, juste pour conclure là-dessus, le nombre d'hospitalisations, ce n'est pas les gens qui sont malades du COVID, là, comme les médias essaient de nous le faire croire, puis qui ont besoin de soins pour le COVID. C'est pas ça du tout. Tout s'effondre dans leur affaire. C'est une gigantesque machination. C'est complètement ridicule. Quand j'ai vu ça, là, pensez-y un après l'autre. Là, quand on analyse leurs trucs, c'est bogus du début jusqu'à la fin. Ce sont des fraudeurs monumentaux. Voilà. Alors, continuons. Avant que je me fâche, on avait dit qu'on allait rester tranquille. Alors, il y a ces tests, ces cliniques ambulantes qui circulent d'école en école. Finalement, c'est pas si court que ça. Ces cliniques ambulantes qui circulent d'école en école pour faire des tests de COVID. Et là, ça, c'est apparemment sans le consentement des parents. Je ne sais pas si on informe votre enfant. Je veux dire, si on informe les parents. Vous vous rappelez du coup de téléphone que j'avais passé au collège de mon garçon? Eh bien, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'aujourd'hui, il y avait une clinique au collège. On ne m'a pas informé. Dans la conversation téléphonique, la madame avait dit qu'elle allait me revenir là-dessus, puis qu'on allait garder la communication. J'ai rien reçu. Et aujourd'hui, il y avait une clinique de dépistage au collège de mon gars. Heureusement, il n'y avait pas de cours lorsque ça s'est passé. Là, je pense qu'il est allé le matin, puis il s'en est tiré sans test. Mais vous devez faire attention parce que si on regarde ce qu'on trouve dans les documents des Nations Unies, dans un document ici qui s'appelle Consideration regarding consent in vaccinating children and adolescents between 6 and 17. Donc, des considérations, réflexions à propos du consentement sur la vaccination des enfants et des adolescents entre 6 et 17 ans. C'est un document des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la santé. On peut lire je pense que c'est la 7 ou 8e page, An implied consent process. Donc, le consentement est implied. Les mots me manquent, là. Est présumé. On présume qu'il y a consentement quand il y a une présence physique de l'enfant ou de l'adolescent avec ou sans parent accompagnateur lors de la session de vaccination. C'est donc considéré comme un consentement implicite. Voilà. OK? Alors, si l'enfant se présente à une clinique de vaccination parce que le professeur dit « c'est bien de se faire vacciner » ou whatever, il y a une annonce à l'école ou il y a quelqu'un qui vient en classe dire « c'est gratuit », puis votre enfant y va, ils n'ont pas besoin de votre consentement selon ce document-là. Vous comprenez? Alors, pour le test non plus, que ce soit pour le vaccin, pour le test, etc. Donc, c'est une disposition intéressante. Et là, c'est ça, comme je dis, il y a de plus en plus de ces cliniques qui circulent au Québec. Dépistage massif à l'école sans frontières à Québec. Enseignement, l'État poursuivi pour forcer un plan de dépistage accéléré. Donc, c'est une centrale syndicale qui poursuit le gouvernement pour le forcer à... Vous vous rappelez, c'est comme ces 150 médecins là, qui disaient qu'il fallait avoir le masque à l'école pour les enfants durant la salle de classe, alors que José Turmel et Éric Duhem venaient de faire une manifestation contre le port du masque à l'école. Et là, le gouvernement dit « Ouais, ben, on est conciliant parce qu'eux autres, ils disent ça, puis il y a d'autres personnes qui disent autre chose. Nous autres, on est entre les deux, c'est la même chose ici. »
L'État poursuivi pour forcer le dépistage. C'est bizarre hein, qu'on poursuive l'État pour permettre à l'État de faire exactement ce qu'il veut. C'est une poursuite bidon, vous comprenez? C'est comme si l'État veut vous vacciner de force, et là, il y a quelqu'un qui poursuit l'État pour vous vacciner de force. Là. C'est des poursuites bidons, vous comprenez? C'est arrangé avec le gars des vues, comme on dit. Là. Alors, si vous ne voulez pas que votre enfant se fasse vacciner ou qu'il se fasse tester, allez parler au directeur de l'école, allez parler au professeur, manifestez-vous, exprimez directement votre refus d'actes médicaux, envoyez-leur une lettre en courrier recommandé, si possible, pour dire qu'il n'y aura pas de testage, de test ou de vaccination à votre enfant. Voilà. Alors, on va terminer avec ça ici, Opération Masque Rouge. La dernière fois, j'ai proposé, c'était une proposition pour les personnes qui ne peuvent pas se soustraire au masque, OK? C'est pas pour tout le monde. J'ai pas dit, genre, rangeons-nous à la position gouvernementale et finalement, revenons au masque, acceptons ce que le gouvernement a dit. C'est pas ça du tout. Continuons à manifester, à sortir dans la rue pour demander l'abandon des mesures d'urgence, parce que tout ça, on le voit bien, là, ne repose plus sur rien. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout le monde être des Steve l'artiste charlant, des Jean-Jacques Crèvecoeur qui ont été en mesure de ne jamais porter de masque. Il y a des fois, on a un rendez-vous chez l'ostéopathe, il faut porter un masque, il faut aller chercher notre petit à la garderie, masque obligatoire. On doit aller rendre visite à notre mère à l'hôpital, masque obligatoire. Et je l'ai dit que c'est dans un contexte où l'exemption médicale devient de moins en moins possible. Le gouvernement l'accepte de moins en moins, les institutions l'acceptent de moins en moins, même les policiers. Alors, l'option, c'est de poursuivre, d'entamer une poursuite judiciaire. Ce n'est pas tout le monde qui va faire ça. Alors, c'est pour ceux qui ne feront pas de poursuite, qui sont obligés de le porter au travail ou quelque chose comme ça. Tu travailles dans une firme, puis tu es obligé de porter le masque. Bien, au lieu de se résigner, puis de perdre ces gens-là, je vais le porter, ton maudit masque. Et puis là, finalement, c'est comme, il y a un effondrement du moral des troupes, on pourrait dire. Vous comprenez? Au lieu de... Parce que si on se résigne puis on le porte, il y a comme une espèce de défaitisme et un effondrement moral, un découragement. Et c'est pour éviter ça que j'ai dit, alors au moins, portons un masque rouge, un signe distinctif où est-ce qu'on peut se reconnaître entre nous. OK? Il y a des gens qui ont quitté leur travail pour ne pas avoir à porter le masque. J'en connais 2-3, notamment Frédéric Pitre de Appel à la liberté. Lui, il a lâché son emploi pour ne pas avoir à porter de masque. Alors, là, ce sont comme les héros du mouvement. Mais c'est pas tout le monde qui peut avoir ce niveau d'héroïsme. Il y a des gens qui, au lieu de se soumettre et de s'effondrer, portons au moins un signe distinctif et ça pourrait faire des petits, ça. C'est-à-dire que ça pourrait finalement... Il y a des gens qui portent le masque, qui ne se questionnent pas beaucoup, puis qui vont peut-être vous demander « Ah, ben c'est quoi ça? » J'en vois plusieurs des masques rouges. C'est quoi ce truc-là? Ah, ben c'est en réaction, c'est parce qu'on n'accepte pas les mesures sanitaires du gouvernement, etc. Alors, c'est comme ça. Voyez ça comme une corde à votre arc au lieu d'une position mur à mur. Vaut mieux avoir une position, une possibilité pour chacun. Donc, les gens qui sont capables de s'en tirer sans masque, tant mieux. Les gens qui sont capables d'invoquer l'exemption médicale, tant mieux, si ça fonctionne toujours. Mais à partir du moment où est-ce que vous frappez un mur, puis vous n'avez pas l'intention d'aller devant les tribunaux, ça, c'est l'autre option. C'est comme ça. Moi, comme je le réexplique, là, ce sont les gens qui sont venus me voir dans les manifestations. Parce qu'on est dans les manifestations, on serre des mains, puis les gens nous parlent, puis on dit qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas le choix de porter le masque. Ils n'acceptent pas l'exemption médicale, etc. Ben, j'ai proposé ça en réponse à je sais pas, il y a au moins une demi-douzaine, si ce n'est pas plus, de personnes qui sont venues me voir avec ces doléances-là. Et là, moi, j'ai pensé à eux, puis j'ai dit, ben au moins porter ça. Voilà. Alors, le rouge, là, on a dit le rouge. Là, le rouge, c'est la couleur de l'amour. Hein? Le rouge, c'est la Saint-Valentin. Le rouge, c'est les roses rouges. Et pourquoi on porte le rouge? Eh bien, parce que l'amour, hein, c'est le fondement du lien social.
Si vous comprenez, moi, j'ai ma thèse de doctorat, ma deuxième thèse de doctorat, ou la thèse de mon deuxième doctorat, portait justement sur le lien social. Et le fondement du lien social, c'est l'amour. Le fondement du lien social, c'est l'amour de ton prochain. OK? Et c'est principalement ce qu'on veut conserver. On veut conserver l'amour du prochain. C'est pour ça qu'on conteste les mesures d'urgence sanitaire qui font en sorte qu'on se déshumanise à vitesse grand V avec la distanciation sociale. Tu sais, porter des masques durant les relations sexuelles, etc. Les enfants dans des boîtes de plexiglas, ils sont en train de tuer, de détruire le lien social, hein, et l'amour des autres, ce qui nous rend profondément humains, ce qui nous unit. L'amour, c'est ce qui nous unit. L'amour est symbolique en termes sémiologiques. Là. Ce qui unit deux choses, là, l'amour, c'est ce qui unit deux choses. Et ce qui unit deux choses, c'est ce qu'on appelle symbalein en grec. Symbalein. Hein? Donc, le symbolisme, c'est le principe unificateur. Donc, l'amour est unificatrice. On a envie de se fondre avec l'autre, hein? Avec nos enfants, avec l'être aimé, etc., avec notre peuple. Donc, c'est l'amour qui est le fondement du lien social. Donc, l'amour est symbolique. Qu'est-ce qui est le contraire de symbalein? C'est diabolos. Diabolos en grec, c'est le principe de séparation. C'est ce qui désunit. C'est l'atomisation sociale dont on parle beaucoup, là, avec le néolibéralisme, etc. L'atomisation sociale, eh bien, c'est un principe qu'on pourrait qualifier en grec de diabolos. Diabolos, c'est ce qui sépare. Hein? Alors que symbalein, le symbole, c'est ce qui unit. Voilà, vous comprenez un peu les principes. Et donc, au lieu de perdre ceux qui sont incapables d'éviter le port du masque, parce qu'on pourrait bien les perdre, ils pourraient se résigner, proposons-leur cette option. Ça pourrait devenir comme une espèce de révolution colorée, pacifique, rouge. Et donc, une révolution pacifique, c'est bénéfique, et c'est rouge, c'est une couleur magique aussi. Voilà. Alors, c'est ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. J'ai encore deux petites nouvelles intéressantes. Il y en a plusieurs aujourd'hui, hein, mais notamment celle-ci. La Chine ne procédera pas à une vaccination de masse parce que sa population a éradiqué le virus. Il nous troll, la Chine. Hein? Vous avez vu, je vous ai montré les images de ces pool parties. Là. Ils sont tous dans la piscine, à peu près à 1000 personnes. Puis ils s'amusent, pas de distanciation sociale à Wuhan. Même chose, la rentrée scolaire à Wuhan, comme normal. On a envie presque de déménager en Chine communiste, pouvez-vous imaginer? Je veux dire, on est rendu pire qu'eux autres, là. Ici c'est plus vivable, c'est plus respirable avec Arruda et tout ça, là, avec les menteurs qui nous dirigent. Puis là, on regarde, on n'a pas vraiment envie de déménager en Chine, là, vous comprenez un peu. Là, on regarde là-bas, puis ça a l'air plus libre que nous. C'est paradoxal. Alors, donc, la Chine, il n'y aura pas de vaccination de masse en Chine. Ça donne envie, comme je dis, là, de façon rigolote, d'immigrer là-bas. Et l'autre nouvelle, c'est Trump qui offre un pardon à Julian Assange, selon l'avocate de Julian Assange. Alors, Jennifer Robinson, one of Assange's lawyers, made a statement at Old Bailey's today. She recalled the meeting with two of Trump's allies in the Ecuador embassy in 2017. She claims they touted a deal that would let Assange get on with his life. Assange is fighting extradition to the US following a leak of classified. Donc, apparemment, Trump aurait offert une entente à Assange pour savoir, et l'entente serait la suivante: tu peux vivre normalement si tu nous dis qui a coulé les informations, qui est à l'origine du Wikileaks, là, des courriels de John Podesta durant la campagne de 2016. Vous comprenez que la version de l'État profond et des démocrates, c'est que c'est les Russes qui ont aidé Trump, les Russes ont volé les courriels du serveur démocrate et les ont donnés à Wikileaks pour faire mal à la campagne d'Hillary. Mais tout le monde sait que c'est Seth Rich qui a volé ça, qui était quelqu'un à l'intérieur du Parti démocrate, qui était profondément déçu du fait que Bernie Sanders se soit fait voler l'investiture par Hillary Clinton en trichant. Et il a voulu se venger de cette façon-là en remettant à Wikileaks les courriels personnels de John Podesta et d'autres, là, avant de se faire tuer.
quelques jours plus tard. Voilà. Alors, tout ça, c'est intéressant. On va remercier ceux qui ont fait une contribution. Non, j'ai une dernière nouvelle aussi. On m'a demandé de vous dire que le samedi 19 septembre prochain, à Mont-Tremblant, 13h, au parc JZJ Robinson, manifestation contre les mesures d'urgence sanitaire, et aussi à Drummondville, manif du 19 septembre, Drummondville, 13h, parc Philippe-Bernier, pour la fin de l'état d'urgence sanitaire pour protéger nos droits et libertés. Voilà, voilà. Alors, le message est passé. Si vous êtes à Drummondville ou à Mont-Tremblant, il y a des manifs dans votre coin. C'est important d'y aller, de ne pas rester les bras croisés alors que on est à un moment charnière de notre histoire. Voilà. On va remercier les gens qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. C'est grandement apprécié. On est capable de passer énormément de temps à faire de la recherche et de vous présenter ça lors des web journaux. C'est grâce à vous que tout ça est possible. Donc, on tient à vous remercier du fond du cœur, chacun d'entre vous, les contributeurs de Radio-Québec. On n'est pas comme les médias, on n'est pas subventionné avec l'argent des taxes des gens, on ne va pas voler l'argent dans la poche des gens pour se faire financer comme la plupart des médias traditionnels. On est socio-financé, donc vous êtes les piliers de notre existence. On vous remercie beaucoup. Ceux qui veulent faire une contribution au Web Journal de Radio-Québec, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5. On reçoit beaucoup de belles cartes postales. Il y a de la calligraphie des fois. On reçoit de toutes les parties du monde. En Asie, en Amérique du Sud, beaucoup d'Europe. On vous remercie beaucoup. Donc, sur PayPal, paypal.me/Alexis Cossette, Alexis Cossette-Trudel, sur Interac, Alexis à radioquebec.ca, avec comme question, comme réponse à la question de sécurité, Alexis. Il y a toujours à peu près un quart de personnes qui ne le font pas, mais en tout cas, Alexis, comme réponse à la question de sécurité Interac. Merci. Voilà. Alors, questions, commentaires. Non, demain, j'ai quelque chose d'autre. J'ai une petite activité, j'ai une petite entrevue avec certains de mes détracteurs. J'ai accepté une entrevue avec de mes détracteurs. Peut-être la fin de semaine prochaine, s'il y en a, on verra. Je veux aussi pas trop. On est fatigué, toute la gang. Hein? Dan, Steve, Frédéric et tous ceux qui participent aux manifestations. On mène un train de vie d'enfer. Ça a l'air de rien des fois parce que vous nous voyez juste durant les manifestations ou comme un web journal ou un live de Dan, etc. ou de Steve. Mais entre ça, il y a énormément de trucs qui se passent et on arrive des fois un peu au bout du rouleau. C'est bon d'avoir une fin de semaine de repos. Là. On va prendre celle-là. Alors, il y a des gens qui reçoivent des tests positifs sans avoir fait de test. Ça aussi, on en a parlé un peu, pas vraiment beaucoup, mais ils se présentent à la clinique, leur nom est sur le truc et puis sur le registre. Finalement, c'est trop long, ils s'en vont. Ils n'ont jamais passé le test. Ils reçoivent un courrier par la poste positif. Alors, j'ai pas suivi le désaveu Carl Doyon, j'ai pas suivi le désaveu 48 heures. Normalement, c'est Mario Roy qui pilote le dossier. Si vous allez sur sa page Facebook, il y a sûrement des informations supplémentaires. C'est où la manifestation demain à Drummondville? C'est au parc Philippe-Bernier. 13h au parc Philippe-Bernier. Allez. Oui, vaccination Trump. Il faudrait que je n'ai pas eu le temps de... Je vous l'ai dit que Trump parlait de vaccination depuis un certain temps. La vaccination ne sera certainement pas obligatoire et j'ai dit que parce que c'est pas tout le monde aux États-Unis qui est comme 100% anti-vaccination. Donc, j'ai l'impression que ce que Trump va mettre de l'avant, ça va être sécuritaire, ça va être optionnel. Mais avant ça, ils vont sortir ce que Trump a toujours dit, là, ce qu'ils appellent therapeutics. Et ça va rendre inutile le recours au vaccin. S'il sort avant un médicament basé sur la chloroquine notamment, comme on a l'impression que c'est ce qui va se passer parce que tout le monde en parle,
le vaccin sera plus nécessaire. Le vaccin, c'est pas pour tout de suite. Donc, il a toujours dit, hein, le vaccin, c'est comme, c'est à la, ça s'en vient dans un futur plus ou moins rapproché. Ce qui va sortir avant, j'ai l'impression, c'est ce qu'il appelle therapeutics, la chloroquine. Alors, ça manque de likes. Quelqu'un dit ça. Voilà, des aveux. Je l'ai expliqué, il faut aller voir sur la page de Mario Roy. Je n'ai pas suivi. Je me suis. Mercredi, le lendemain, je me suis reposé. Jeudi, hier, j'étais occupé à d'autres choses. Aujourd'hui, j'ai monté le web journal. Je n'ai pas suivi ça. Il y a tellement de choses. Il y a des personnes qui m'écrivent. Puis là, je me dis, il faut que je réponde à cette personne-là. Puis là, entre le moment où finalement j'oublie de répondre, puis là, je me rappelle dans l'après-midi que je devais répondre à cette personne-là, je m'excuse vraiment. Ah oui, il y a les décodeurs. Il y a Léo des décodeurs. Il y a mes problèmes avec la page YouTube, là, la chaîne YouTube. On a procédé à comme une réorganisation hier soir, mais pas de façon aussi extensive. Et là, on revient, puis comme tout a disparu. Fait que c'est comme si, c'est comme si, d'une certaine façon, c'est comme nous qui avons provoqué ça, mais j'ai pas l'impression que dans les opérations qu'on a fait, si on a fait quoi que ce soit qui aurait pu faire disparaître tout le contenu de notre page. Le contenu est toujours disponible. Si vous allez dans vidéo, là, vous avez une option comme, vous avez un petit onglet récent, trié par, là, vous pouvez trouver comme toutes les anciennes vidéos. Et donc, c'est ça, on a eu des problèmes en partie dans la journée aujourd'hui, là. On a essayé de régler ça. Et il y a Léo des décodeurs. J'allais vous dire, là, finalement, si on n'était pas capable de produire quelque chose, allez voir, il y a des chaînes en France, Sylvano Trotta, qui est un peu comme le parallèle français de Radio-Québec, ou les décodeurs. Mais je pense que Sylvano Trotta aussi, sa chaîne s'est fait suspendre, en fait, jusqu'au 15 décembre. J'ai entendu ça. Je ne suis pas certain. En tout cas, allez voir ça. Sylvano Trotta et les décodeurs. Il y a Léo des décodeurs qui voulait m'aider avec ça. Donc, Léo, si tu écoutes cette vidéo, donc envoie un courriel à alexis@radioquebec.ca en disant Léo décodeur dans le titre. Comme ça, je vais bien pouvoir t'identifier. Puis après ça, on commencera à échanger. Je te donnerai peut-être mon numéro de téléphone ou on parlera, on se fera un appel Messenger ou quelque chose comme ça. J'apprécie l'aide. J'aimerais retourner à la façon dont la chaîne était avant-hier. Est-ce qu'on termine ça là-dessus? Oui, suspendu Sylvano, visible sur BitChute, exactement. La police dans les bars, ben, vous savez ce que j'en pense, je pense que la ministre Guilbeault commence à avoir des problèmes de santé mentale. C'est ça que j'ai écrit sur Twitter et sur Facebook. Là, présentement, au Québec, on ne sait pas combien il y a d'hospitalisations. Si on prend le même chiffre qu'en Écosse, si c'est la même méthode, il y a une dizaine, une vingtaine d'hospitalisations au Québec, pas plus, de personnes qui sont réellement malades du COVID. 15-20. Il y a probablement plus de personnes qui sont malades de la grippe que du COVID présentement au Québec. Si on prend aussi, si on regarde sur les tests, sur les 250 cas positifs qui sortent par jour, si on regarde le nombre de personnes qui sont réellement malades, c'est une vingtaine, une trentaine. Et là, elles se déchaînent sur les bars, sur la base d'une poignée de personnes. Tu sais, je veux dire, j'avais un truc ici, genre, ils sont tous rendus fous. Ici, j'ai oublié ça. Une étude anglaise, a new study has found that children under the age 15 are more likely to be struck by lightning than to die from COVID-19. Ça, c'est dans The Express, un journal anglais. Les enfants de moins de 15 ans ont plus de chances de mourir frappés par la foudre que de mourir du COVID. Puis là, on a toutes ces mesures dictatoriales dans les écoles. Ça n'a plus aucun sens. Il n'y a plus rien qui a du sens dans ce qui se passe. Et là, elle fait un power trip, je pense, là, la ministre Guilbeault. On l'a vu devant son tank. Vous vous rappelez, là, au mois d'août, quand elle essayait de nous faire peur devant son tank, c'est un power trip. C'est un power trip. J'aimerais pas ça être son mari à elle. Alors, je veux dire, si j'étais Legault, là, parce qu'elle va faire perdre des points à la CAQ, elle. Hein.
La CAQ est en chute libre, là, puis son attitude arrogante, agressive, là, qui vous a complètement disjoncté, va faire perdre des points à la CAQ. Encore plus de points. Moi, je la mettrais à l'économie ou à quelque chose ailleurs. Là. Il y a sûrement d'autres ministères, peut-être à l'éducation, je ne sais pas, aux finances, mais là, en sécurité publique, c'est un désastre. Devenez citoyen journaliste, exactement. Pointez-vous dans les hôpitaux. Si vous devez aller à l'hôpital, allez-y avec votre cellulaire. Interrogez les gardiens de sécurité. Demandez aux infirmières. Filmez les hôpitaux vides. Puis envoyez-nous les photos. Oui, je sais, je viens de parler du fait que les décodeurs veulent me rejoindre. J'ai dit à Léonard, les décodeurs, de m'envoyer un courriel à Alexis, ici, là. Ici. Alexis à radioquebec.ca. Et là, après ça, je vais prendre ses coordonnées puis on entrera en communication de façon plus directe. On se laisse là-dessus. 56, c'est généralement un bon temps pour se laisser après un web journal. Alors, voilà. Donc, la deuxième vague, ils n'ont pas lancé la serviette. Cette histoire de niveau d'alerte, le niveau est achetable. Plus tu testes, plus tu vas monter. Hein, plus tu dépenses de l'argent. Plus tu mets de l'argent dans les tests, plus tu vas monter ton niveau d'alerte. C'est complètement bidon, c'est artificiel. Comme en France, en changeant les paramètres, c'est artificiel. Les hospitalisations, Arruda n'est pas capable de nous dire combien il y a de personnes réellement malades du virus au Québec. Beaucoup d'entre elles sont à la maison ou ne sont pas réellement malades. C'est juste des gens qu'on ne veut pas retourner dans les CHSLD, ne sont pas malades, mais ils sont comptés comme hospitalisation. En Écosse, quand ils ont fait le décompte, c'était finalement 84% des personnes qui ne devaient pas y être. C'est des gens qui ont testé positif, qui étaient à l'hôpital parce qu'il y avait un bras cassé ou quelque chose comme ça. Tout ça, c'est de la frime. Voilà. Alors, on se laisse là-dessus. On se donne rendez-vous peut-être dimanche ou lundi pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut tout le monde. Restez pacifiques et exemplaires. Hein? Ils vont essayer de nous coincer. Ça sent la tactique. Là.